Tout pour investir, la place de l'IMO. Nous allons parler immobilier comme tous les jours dans cette séquence avec Marie Cœur de Roy et notre invitée. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Avant de démarrer, on doit revenir évidemment rapidement sur les annonces d'hier sur le crédit immobilier. On nous annonce partout que les règles pour avoir un crédit ont été assouplies. Est-ce que c'est vrai ? Bon, on va être très clair et très rapidement. Les mesures officiellement annoncées hier, elles vont clairement pas bouleverser les choses. Alors la première, on en avait déjà entendu parler un petit peu dans la matinée, ça a été confirmé un petit peu plus tard, c'est sur les durées d'emprunt. L'idée, et donc c'est une annonce, c'est de faire des emprunts plus longs, aussi pour l'ancien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les durées d'emprunt max, c'est 25 ans, sauf quand vous achetez sur plan dans le neuf où on ajoute 2 ans. Et bien là, le régulateur des banques sur le crédit IMO nous dit on va faire ça aussi pour l'ancien. Alors il y a des conditions, en l'occurrence la condition c'est que vous consacriez 10% de l'opération totale à des travaux. Donc je vous prends un exemple très concret, on va aller voir sur un crédit 200 000 euros pour un emprunteur qui gagne 3 100 euros par mois, c'est précis. Sur une durée de 25 ans, l'endettement de ce ménage-là, il sera trop important et donc son crédit, il ne sera pas accordé. Si on passe à 27 ans, comme ce sera dorénavant le cas, eh bien là, l'endettement passe puisqu'on descend sous les 35% de taux d'endettement maximal et donc ça passe. Donc c'est effectivement un avantage. Vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle et puis en plus, ça va favoriser les travaux, la rénovation, tout ça. Sauf qu'en réalité, quand on demande aux courtiers, ils nous disent qu'en réalité, cette mesure-là, elle sera décisive pour assez peu de ménages. Pire, on a tendance à l'oublier. Oui, allonger le crédit, ça permet d'abaisser les mensualités de crédit et le taux d'endettement, mais ça renchérit le coût global du crédit. Donc sur notre crédit de 200 000 euros, par exemple, votre crédit sur 27 ans, il vous coûtera au final 12 000 euros de plus que votre crédit sur 25 ans. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qu'il faut retenir qui pourraient faciliter les choses, Marie ? Mais oui, parce que c'était l'enjeu. Et il y avait une autre annonce sur les prêts relais. Vous savez, c'est ces prêts qu'on prend quand on veut racheter un bien immobilier, mais qu'on n'a pas encore vendu celui dont on était propriétaire auparavant. Donc là, qu'est-ce que nous dit le Haut Conseil pour la stabilité financière ? Que dorénavant, les intérêts sur ce prêt relais ne seront plus pris en compte dans le calcul de votre taux d'endettement pour le nouveau crédit, le nouveau logement dont vous allez être propriétaire. Donc effectivement, mécaniquement, ça fera baisser le taux d'endettement. De nouveau, c'est ça l'enjeu. Le truc, c'est quand on demande aux courtiers, ils nous disent, en fait, depuis déjà plus de 2 ans, 2021 précisément, les banques ne prennent pas en compte les intérêts du prêt relais pour calculer le taux d'endettement des nouveaux crédits. Donc en fait, c'est rien du tout. Je vous résume ce que me disait un professionnel du secteur hier soir. Au mieux, ces mesures ne changeront rien. Au pire, elles vont encore complexifier les choses. Bon, et sur l'idée de pouvoir réexaminer les demandes de crédit refusées, oui. Est-ce que ça aussi, ça a été annoncé hier ? Oui, effectivement, mais encore une fois, on est sur des choses qui sont non contraignantes. Autant les 2 premières mesures qui servent pas à grand-chose le seront réellement appliquées, autant la dernière mesure, c'est quelque chose qui, selon le Haut Conseil pour la stabilité financière, viendrait des banques elles-mêmes. Et donc, aucune obligation ne s'imposerait à elles. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, si vous êtes un demandeur de crédit solvable, mais que pour autant la banque refuse votre première demande, les banques vont s'engager à travers une espèce de dispositif à réexaminer votre demande une 2e fois. Et attention, elles disent, les banques, que si cette 2e fois, encore une fois, le crédit n'est pas accordé, elles s'engagent à vous expliquer pourquoi elles n'ont pas accordé le crédit immobilier. Alors parce qu'il faut savoir que traditionnellement, effectivement, elles ne le font jamais, quasiment jamais. Bon, là vous allez me dire, oui, c'est toujours bien d'avoir une explication, mais voilà, encore une fois, il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, sachez-le, ça sera a priori mis en place en février. Et si vous souhaitez effectivement faire une 2e demande et avoir ces explications, ça ne se fera pas de manière automatique. Il faudra que vous, demandeur de crédit, candidat à l'achat, en fassiez la demande auprès de votre banquier. Clairement, c'est de la communication. Voilà tout. Voilà, Marie Cœur de Roy au décryptage de ce qui se disait hier au Conseil de stabilité financière. Notre invité aujourd'hui, c'est Stéphane Descartier, le fondateur de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Quel est votre regard sur ce qui s'est dit hier rapidement ? Je crois que le pire, c'est que on nous donne de faux espoirs. C'est-à-dire que c'était comme pour le CNR logement. Il y a des dizaines de professionnels qui ont travaillé pendant 2 mois où effectivement les pouvoirs publics disent on va vous écouter, etc. Là même il y a quelques jours, Bruno Le Maire qui disait on va assouplir les données HCSF, etc. Bon, et puis au final il y a rien du tout. Enfin c'est consternant. Donc je crois que c'est ça le pire. C'est-à-dire que les pouvoirs publics nous donnent de faux espoirs et je pense que c'est encore pire. Bon, ils devraient nous dire bon écoutez,
on arrête tout, démerdez-vous, et puis au moins les choses seraient claires. Mais je crois que donner des faux espoirs, c'est pire que tout encore. Bon, voilà ce qu'on pouvait décrypter à chaud. Cher Stéphane, vous n'êtes pas exactement venu nous parler de ça. Non. Vous êtes venu parler aux allergiques. Vous êtes venu parler aux allergiques de la surréglementation. Alors ça vous concerne, vous peut-être qui nous écoutez et qui avez envie de fixer vous-même votre montant de loyer. Tout à fait. Puisque, alors, a fortiori, parce qu'on va vers un assèchement sans précédent du parc locatif, je crois que je suis pas le seul à le dire. Il y a encore une enquête là cette semaine qui nous montre qu'en moyenne dans les métropoles, c'est moins 23% de biens à louer. À Paris, on bat tous les records, c'est moins 68%. Je sais pas si vous vous rendez compte, Lorraine, presque les 2/3 en moins d'offres locatives. Donc tout ce qui est rare est cher. Donc les loyers vont exploser, c'est sûr. Ils augmentent déjà très fort. Donc les loyers vont augmenter, notamment pour les relocations. Mais si vous êtes effectivement dans un secteur qui encadre les loyers, vous n'allez pas pouvoir profiter de ces augmentations de loyers, sauf si, effectivement, vous passez, et c'est ça la martingale, c'est ça la solution, non pas par un bail 89, le bail classique d'habitation, mais par un bail civil. C'est ça votre solution, le bail civil, qui finalement est assez peu connu, un petit peu des professionnels, mais pas tant que ça, très peu des bailleurs notamment. Donc rappelez-nous ce que c'est. Le bail civil, qu'est-ce que c'est? Donc il suffit que ce ne soit pas la résidence principale de votre locataire. Et auquel cas, vous échappez au bail 89, et on va en parler aussi, vous échappez aussi par là même aux contraintes sur les passoires thermiques. Donc, les 3 principaux cas, par exemple 3 cas où ce n'est pas la résidence principale de votre locataire. Le premier cas, c'est le cas où vous louez à une entreprise. Vous avez un appartement, une maison, vous louez à une entreprise. Parce que les entreprises consomment des logements pour leurs cadres, pour leurs employés qui vont venir 2 mois, 3 mois à tel endroit ou tel endroit pour se former, etc. Avec le télétravail, on en voit l'usage. Avec le télétravail, on va en parler, mais notamment pour les entreprises. Donc le gros du marché, c'est quoi? C'est la PME, le TI, qui a des collaborateurs qui viennent notamment au siège social pour se former, pour rencontrer des gens, pour faire des réunions ou des séminaires qui peuvent durer quelques jours ou quelques semaines. Et donc ces entreprises vont consommer de l'hôtel donc régulièrement. Et l'hôtel, notamment à Paris, même un 2 étoiles de base, c'est 200, 300 euros et beaucoup plus pendant les périodes de salon, etc. Donc ça finit par coûter très cher. Donc il y a des dizaines de milliers de logements qui sont loués par des entreprises à l'année pour loger leurs cadres, parce que tout simplement ça leur revient beaucoup moins cher. Et donc là on a un intérêt évident, c'est un marché qui est quand même important. Alors ça va aussi jusqu'aux 300 mètres carrés dans le triangle d'or pour loger un top manager qui va venir faire une mission de 6 mois, d'1 an, etc. Donc il y a autant de types de biens que de types d'entreprises en fait, mais c'est un marché qui est effectivement très très important. Et le bail civil, au-delà effectivement de la possibilité donc de s'affranchir du plafonnement des loyers, l'intérêt c'est que c'est aussi un accord libre entre les parties. C'est-à-dire vous pouvez, si par exemple vous avez des mobiliers de haute valeur, etc., vous pouvez demander 1 an de caution. Si vous êtes par exemple expat et que vous revenez à Paris dans 21 mois et demi, vous pouvez faire un bail de 21 mois et demi. Donc voilà, il y a toutes les libertés que ne permettent pas le bail 89 et qui sont donc offertes par ce bail civil. Un accord commercial très libre. C'est un accord libre entre les parties. Je crois qu'il y a juste une chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit supérieur à 9 ans, mais sinon vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Bon. Alors deuxième cas qui est très fréquent, alors qui était déjà un marché important, mais qui a encore été multiplié par 3 ou 4 depuis le Covid, c'est le pied-à-terre, cette notion de pied-à-terre, parce que vous avez énormément, on le sait, on le constate, on a plein de gens autour de nous qui donc sont des télétravailleurs une partie de la semaine. Bon, sommairement, ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens, le lundi, le vendredi, vont être chez eux et ils vont venir donc à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux mardi, mercredi, jeudi. Donc ça fait 2 nuits globalement. Bon, là aussi, le télétravailleur, ça va lui coûter très cher de prendre de l'hôtel. Et puis l'hôtel, on peut pas faire à manger, on peut pas laisser des affaires, etc. Donc beaucoup vont choisir de louer un logement. Mais ce n'est pas leur résidence principale, puisqu'ils vivent à Oyonnax ou à Brest ou etc. Donc ce n'est pas leur résidence principale, puisque c'est pas là où ils vivent avec leur famille. Donc là aussi, on peut souscrire avec ces télétravailleurs, puisque c'est un pied-à-terre, ce n'est pas une résidence principale, donc un bail civil. Ce qui permet d'ailleurs, y compris, de s'affranchir du problème des 9 mètres carrés. Donc on peut louer une chambre de bonne sans problème. On peut louer une chambre de bonne de 8,90 mètres. Oui, pour nos auditeurs en région, à Paris,
Paris, il y a des gens Oui. qui vivent dans 9 mètres carrés Oui. et ça peut être considéré comme un appartement. Mais 2 nuits par semaine, hein, c'est toujours pareil. Puis, vous avez des chambres d'hôtel qui font pas beaucoup plus que ça, voire moins parfois. Donc bon, bref, voilà. Donc cette notion de pied-à-terre. Et puis le troisième marché, qui est moins important, mais quand même, notamment dans les secteurs ruraux, notamment dans mon budget natal pour les Lyonnais, où je vis maintenant dans le Loir-et-Cher. Vous avez aussi un marché de la location de résidences secondaires à l'année, parce que là aussi ça coûte beaucoup moins cher que d'aller tous les week-ends en Airbnb. Donc typiquement une ferme un peu dans son jus, avec le poêle à bois, etc. Donc vous pouvez effectivement louer. Alors c'est des petits prix, c'est 500, 600 €, mais là aussi, puisque ce n'est pas effectivement la résidence principale de votre locataire à ce moment-là, passez par un bail civil. Et je vous parle notamment de la ferme avec le poêle à bois, parce que l'avantage aussi quand même important pour ceux qui sont allergiques également à cette notion de contrainte de rénovation pour les passoires thermiques, comme vous êtes effectivement, comme ce n'est pas là aussi la résidence principale de votre locataire, vous affranchissez aussi des contraintes de rénovation. Vous échappez également à cette donnée donc des passoires thermiques. Donc là aussi c'est coup double. Donc passoires thermiques pas concernées, et puis donc bien sûr plafonnement des loyers pas concerné. Alors on n'est pas non plus concerné par la loi climat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, on en sort aussi. On en sort aussi. Alors attention, il faut quand même préciser que ça fait 2 fois, l'ancien ministre, le ministre actuel ont dit qu'ils allaient contraindre également les résidences secondaires. Donc là, on serait dans ce cas-là, qu'ils allaient contraindre donc les résidences secondaires aux mêmes fourches codines donc de la loi pour donc le climat et résilience. C'est-à-dire qu'avec les agendas que l'on connaît, donc qui se rapprochent quand même très fort, FG donc très bientôt seront interdits. Bon. Pour dire la vérité, ça semble quand même très difficile. Oui, vous n'y croyez pas, quoi. Non, je n'y crois pas. Je vais vous dire, il y a assez peu de professionnels qui y croient, notamment. Alors prenons des exemples. Vous savez, il y a des stations de ski. Marie en avait souvent parlé, des stations de ski des années 60-70, où vous avez 50, 60, 80% des biens donc qui sont des passoires thermiques, qui sont F ou G, donc qui seront potentiellement, si cette loi passe, interdits la location, y compris en location saisonnière. Vous parlez d'Isola 2000, c'est un bon exemple. J'avais lu dans le JDD un article il y a quelques temps. Isola 2000, vous avez 3500 logements. Il y en a plus de 50%. Alors, sur une autre enquête, c'était 90%. Mais enfin, bon, prenons 50%. Donc, ça veut dire qu'il y a 1700 passoires thermiques, donc, à rénover à Isola 2000. Vous savez combien il y a d'artisans RGE à Isola 2000? Y en a-t-il au moins un? Il y en a un. C'est ça. Donc, il y en a un artisan RGE, donc qui va devoir rénover 1700 logements. Embaucher, monsieur ou madame. Oui, voilà. Mais enfin bon, si on s'imagine que cet artisan peut peut-être faire 15 chantiers par an, il faudra donc 110 ans pour arriver à rénover les passoires thermiques, rien que pour Isola 2000. Donc c'est pas sérieux. Et puis quand on pense à la ferme, on parlait tout à l'heure de la ferme dans le Loir-et-Cher avec son poêle à bois, sa cheminée, etc. On parle de chez vous là. Oui, enfin d'où je vis actuellement, effectivement. Qu'est-ce qu'on va faire de cette ferme? On va mettre du mur du polystyrène sur les murs. On va mettre du chauffage électrique. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, notamment pour des résidences secondaires, les gens ont envie un peu d'authenticité, effectivement. Et puis, pour un bien qui va être utilisé quelques week-ends par an, qui va se chauffer au bois, il n'y a pas plus vertueux pour la planète que le bois, avec des arbres qui ont vécu des centaines d'années et qui ont absorbé du CO2 pendant toute leur vie. Et s'il n'y a pas mieux comme énergie renouvelable, etc. Mais c'est absurde. Donc, toute la profession, effectivement, est quand même effarée par ces propositions-là. Donc, alors, est-ce que ce sera voté? J'ai peur que si ce soit voté pour des raisons quand même un peu dogmatiques, eh bien, ça rejoindra la très longue cohorte de lois qui existent mais qui ne sont jamais appliquées. Je vous rappelle, Lorraine, que je crois que ça a été supprimé, mais pendant 10 ans, je crois, vous aviez l'obligation d'avoir un éthylotest dans les voitures. C'était une obligation de la loi, mais il n'y avait pas de sanction.
Donc qui en avait? Personne, puisque c'est des lois qui sont là, mais qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas sanctionnées. Donc voilà, moi je n'y crois pas. Et quand bien même ce serait appliqué, il faudrait fermer la moitié des stations de ski des années 60-70. Ça n'a aucun sens. Et moi je pense que ça ne se fera pas. Ou si c'est sur les rails, ça ne sera pas appliqué. Ce n'est pas possible. Merci Stéphane pour cet argumentaire. La solution pour contourner le plafonnement des loyers et l'interdiction des passoires thermiques, eh bien c'est peut-être le bail civil. Vous l'avez entendu, ça vous concerne dans une logique de pied-à-terre, de résidence secondaire, et aussi bien si vous travaillez pour une entreprise ou que vous êtes aux manettes d'une entreprise qui peut se retrouver à louer, ou en tout cas à louer auprès d'un ses collaborateurs.